Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro de Politique. Politique, c'est l'émission d'Africable Télévision consacrée à la chose politique, l'actualité politique avec les leaders de différentes formations. Et aujourd'hui, nous recevons l'honorable Oumar Mariko. Il est député à l'Assemblée nationale du Mali, également président de Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI. Avec lui, nous allons parler de la vie du parti, l'état de santé de la formation, comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui. Nous allons également parler de la position de SADI par rapport à certaines questions d'actualité nationale, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, 6 mois après sa signature, le récent réaménagement gouvernemental, autant de questions donc que nous allons aborder avec Dr Mariko. Bonsoir, M. Mariko. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, comment se porte aujourd'hui SADI? Je vous remercie, le SADI se porte bien. Le SADI se porte bien et de mieux en mieux, pour la simple raison que, pour 2 raisons fondamentales. La première raison, c'est que nous enregistrons tous les jours des adhésions au parti. Des adhésions qui vont aux simples citoyens, à des élus locaux. Et récemment, nous venons d'enregistrer 87 conseillers municipaux dans la région de Tombouctou. Nous venons d'enregistrer une dizaine de conseillers municipaux à Kéniéba. Et de plus en plus, nous avons des gens qui adhèrent au parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, les citoyens reconnaissent que le SADI a pris des positions extrêmement difficiles à un moment donné de sa vie et de la vie de la nation, qui étaient des positions jugées inacceptables à l'époque. Mais aujourd'hui, les populations reconnaissent que le parti SADI avait raison. Et là, donc, à cause de ces 2 éléments, nous pouvons dire que le SADI gagne en crédibilité dans l'opinion publique par ses positions, ses prises de position d'hier et même d'aujourd'hui, mais aussi le SADI enregistre donc des adhésions. Tout de suite, en venant ici, une dame qui me cherchait il y a 2 ans vient de dire qu'elle adhère au parti. Elle n'a jamais milité dans un parti politique. Elle adhère au parti SADI. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas nuancer, docteur, l'état de santé du parti? C'est vrai qu'il enregistre des arrivées tous les jours, mais il y a aussi des départs, des défections. Lors des dernières assises à Sikasso, on a assisté à certains départs. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas nuancer l'état de santé? Il y a des arrivées, mais il y a aussi des Au congrès des passé défections. à Sikasso, nous avons exclu des gens du parti. Au congrès, à peu près une dizaine, maximum 10 ont quitté le parti. Et au même lieu, il y a à peu près une 50aine qui ont fait leur adhésion à Sikasso. Alors donc, vous savez, j'ai une conception du parti qui consiste à dire que le parti dans son évolution s'épure. C'est-à-dire que un tronc d'arbre, il y a des feuilles. Les feuilles qui résistent restent. Mais ceux qui ne résistent pas tombent au-dessus du tronc d'arbre avec un léger vent ou un grand vent et ils deviennent de l'humus qui permet à la plante et à l'arbre de pouvoir s'épanouir. C'est le cas du SADI. Nous allons même demain nous prendre enregistrer quelques démissions. C'est possible. Ce n'est pas exclu. Mais les adhésions sont plus importantes. Lorsque 10 démissionnent et que je parle de 87 conseils municipaux qui rentrent dans une région, d'une dizaine qui rentrent dans un cercle, vous savez, ça, c'est une avancée. Et vous verrez notre fichier, parce que le SADI est différent de beaucoup de partis sur ce plan-là. Vous pouvez aller vérifier. L'adhésion au parti, c'est la prise de la carte de membre en payant 500 francs CFA et en donnant sa photo d'identité, on fait un fichier. Allez-y voir le fichier. Aujourd'hui, le SADI, nous n'avons pas moins de 40 000 personnes qui ont fait leur adhésion au parti. Mais ce n'était pas des premiers départs, surtout que ceux qui quittent disent que le président, Dr Mariko, n'aime pas la contradiction. Alors, est-ce que c'est vrai que le grand contradicteur que vous êtes est horreur de la contradiction? J'aime la contradiction, j'aime le débat contradictoire et je ne m'épuise pas dans le débat contradictoire. Mais ce que je vais vous dire, je n'étais pas président du parti au moment où il partait. J'étais que le secrétaire général du parti. D'accord. Alors donc, de ce point de vue, il y a des gens qui ont des ambitions qu'ils amènent, parce que la position actuelle est extrêmement controversée. Mais moi, je pense que c'est pas la peine d'insister là-dessus. On va pas s'attarder nous avançons. Effectivement, on ne va pas s'attarder là-dessus. À l'issue de ces assises de Sikasso, justement, vous êtes passé de secrétaire général à président. Vous êtes monté en grade. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce qu'on reprocherait quelque chose
à l'ancien président Sissoko, Cheikh Oumar? Non, vous savez, depuis le mouvement Sadi, Cheikh Oumar était le président du mouvement. Et Cheikh Oumar et moi, c'était toujours un débat. Un débat, et c'était toujours à qui peut mieux faire pour pouvoir évincer l'autre, pour que l'autre prenne le dessus. Moi, je me battais pour que Cheikh Oumar soit le président du Sadi mouvement. Cheikh Oumar se battait pour que je sois président du parti Sadi. Alors donc, nous avons, après de longues nuits de discussion, convaincu Cheikh Oumar Sissoko pour être le président du mouvement Sadi. Il a travaillé, et jusqu'à la dernière date, actuellement à Sekasso, il aurait pu continuer. Mais il se trouve qu'il a été élu à d'autres fonctions. Et il faut reconnaître que pendant longtemps, il dit oui, il faut qu'il parte, il faut qu'il change la main, etc. Bon, ce n'est absolument pas un désaveu, ce n'est pas un désaveu, c'est simplement, Cheikh Oumar reste membre du parti. Il va d'ailleurs diriger la commission d'élaboration qui va peaufiner le projet de société, peaufiner notre programme politique. Il va faire partie de la commission, il va me diriger cette commission-là. Donc Cheikh Oumar est au parti. Vous savez, le parti Sadi, c'est le seul parti au Mali où le président cède la candidature à l'élection présidentielle au secrétaire général. Okay. Et ça, c'est un travail qui fait... C'est un parti de militants. Cheikh Oumar et moi, nous sommes des militants de longue date. On se connaît depuis 1978. Ok, ce n'est pas rien. Donc, Sadi se porte très bien. Ça veut dire qu'il était prêt à en découdre. Il était prêt pour les élections locales maintes fois reportées. Déjà, à l'époque, quelle a été votre position par rapport à la tenue ou non de ces élections locales dans le contexte? Nous pensions que les élections locales à l'époque, c'était pas bon de les organiser. Nous pensons que c'était pas bon de les organiser parce que pour nous, c'est des élections de proximité. Quand nous avons la partie sensible aujourd'hui du Mali, où nous avons à peu près plus de 150 000 personnes qui sont à l'extérieur, qui ont un terroir, qui ont un domicile, que tous ici soient exclus des élections de proximité, nous pensons que ça générerait des conflits. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup de conflits en ce moment. Il y a des gens qui ne veulent pas que certains viennent. Il y a des gens qui font tout pour que d'autres restent là où ils sont. Pas parce qu'ils sont des rebelles, pas parce qu'ils ont posé des actes attentatoires, mais simplement parce qu'il y a des contradictions sociales entre ces différentes personnalités, les uns voulant régler leurs problèmes à partir de l'État. Donc nous avons estimé à l'époque que ce n'était pas bien séant de reporter les élections. Et disons de faire les élections. Mais par contre, nous disons les raisons qui nous ont poussés à dire cela, nous disons qu'il ne fallait pas fixer de délai sans qu'on ne mette pas les moyens nécessaires pour que ce problème soit réglé. C'est-à-dire les raisons pour lesquelles les élections n'ont pas été faites. Alors donc, c'est ça notre position. Ne varie pas. Nous estimons que pour faire de bonnes élections dans un pays en paix, il faut faire en sorte que tous les enfants du pays participent à des élections de proximité. Je pense que cette position demeure. Mais il y a une autre position pour laquelle, en 1992, par exemple, lors de la présidentielle, certaines contrées, certaines parties de Kidal n'ont pas compris leur devoir civique et qu'il faudrait y aller vite. C'est un point de vue aussi. Bon, c'est un point de vue, mais ce que nous avons enregistré quand même, c'est qu'il y a des candidats qui ont pu faire une campagne à Kidal. Je crois que l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta est allé à Kidal. Au moins, il y a eu ça. Mais dans les élections municipales qui ont été reportées, cette possibilité, elle était infime. Parce qu'il y a aussi l'insécurité généralisée. Okay. Donc je pense que ce n'est pas le même parallèle. Mais même à Bamako, il y a des gens qui n'ont pas accompli leur devoir civique. D'accord. Ok, ça nous donne l'occasion de parler justement de la mise en œuvre de l'accord, le contexte sécuritaire. Docteur Marco, 6 mois après sa signature, qu'est-ce que vous pensez de cet accord? C'est vrai, le vin est tiré, il faudrait le boire. Le débat sur le fait que ce soit bon ou mauvais, peut-être qu'on est allé au-delà de ça, mais 6 mois après sa signature, qu'est-ce que vous pensez de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation? Vous savez, on ne peut jamais aller au-delà de ça. Moi, je sais que là, tout le monde dit, je ne me réfère pas à mon constat, mais je me réfère à ce que ceux-là même qui sont le chantre des accords disent aujourd'hui. Tout le monde reconnaît aujourd'hui que ça piétine. Ça piétine. Vous savez, ce qui me préoccupe personnellement dans ces accords-là, avec la signature des accords, mais ce qui me préoccupe dans la résolution de la situation au nord, c'est qu'on arrive dans ce pays à se parler. Moi, je demeure encore convaincu
que nous n'avons pas suffisamment écouté publiquement ce qui s'est réellement passé et qui a fait que des gens ont pris les armes au Mali. Moi, je le pense toujours, parce que, pour la simple raison que j'ai eu à rencontrer ce qu'on appelle les rebelles. Je les ai rencontrés à Niafunké, je les ai rencontrés à Kidal. J'entends des sons de cloche et j'avoue que j'aurais bien aimé partager ça avec tous les citoyens lambda pour qu'au moins on arrive à une compréhension claire du fait que l'État s'est déconnecté de ses citoyens au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et que les réactions ont été différentes sur l'étendue du territoire national. Cela peut nous permettre en ce moment de faire une analyse claire et de pouvoir prendre des solutions idoines. Mais je comprends pourquoi cela n'est pas lieu. Parce que le jour où cela va se faire, ça va être le vrai dialogue. Je crois que beaucoup de gens vont être disqualifiés à faire la politique à la République du Mali. Parce qu'ils ont une grande responsabilité dans la dégénérescence de la situation générale de notre pays et à faire en sorte qu'on arrive à cette extrémité. Est-ce qu'il y a lieu de faire cette marche arrière dès lors que l'accord ça a été conclu, c'est signé? Le gouvernement malien a apposé sa signature. Peut-être qu'il faut aller de l'avant. La marche arrière dont vous parlez, c'est quasi impossible. On pense qu'en signant l'accord, on va de l'avant. Bon, en signant l'accord, on pose un acte qui permet de pouvoir aller de l'avant. La simple signature de l'accord ne permet pas d'aller à l'avant et le contenu du simple de l'accord ne peut pas permettre non plus d'aller à l'avant. Et c'est pour cette raison que chaque fois je propose qu'il y ait un dialogue vrai. Qu'il y ait un dialogue vrai en dehors de la communauté internationale. On me dira oui, c'est ce dialogue qui est en cours. Mais ce qui est en cours, honnêtement, je continue à croire que c'est de la façade. Mais personnellement, j'ai du mal à vous suivre. L'accord, il est déjà signé. Est-ce que vous voulez qu'on le mette de côté, se rencontrer d'abord entre Maliens? C'est déjà signé, là, M. Marico. Non, ça veut dire que je ne dis pas il faut mettre de côté, il faut se... Non. De toute façon, ce que je dis là... Maintenant, il faut l'appliquer. Ce que je dis là, vous dites appliquer l'accord, ce que je dis, il faut que les Maliens continuent à se parler, les Maliens se parlent. C'est pas gratuitement, c'est pas pour rien que nous avons fait des voyages à Niafunké, c'est pas gratuit. Justement, vous croyez que nous n'allons pas lâcher ça? Et ce n'est pas gratuitement aussi que personnellement, après la visite scandaleuse du Premier ministre, l'ex-Premier ministre Moussa Mara à Kidal, que moi j'ai fait le voyage au nom de mon parti à Kidal. Et je suis prêt à partir à Kidal et je vais y aller. Ce n'est pas gratuit. Je pense simplement que quelque part aussi, on peut dire que l'accord peut permettre cela. Mais c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire qui nous donne une certaine expertise qu'on aimerait bien mettre à la disposition de l'État malien. Mais nous faisons ce travail-là et nous pensons que le combat pour la paix dans notre pays, le combat pour le retour de la sécurité dans notre pays est aussi de la responsabilité d'un parti politique. Okay. Et c'est pour cette raison que le parti Sadi prend parfois des risques à travers ses principaux dirigeants pour approcher les protagonistes et essayer de booster la situation et de dire ce qu'ils pensent à tous les éléments pour la paix. D'accord, on va mettre sous veilleuse un peu entre parenthèses l'accord pour revenir à ce fameux voyage que vous avez effectué en 2012 à Niafunké. Vous avez rencontré les groupes armés, mais M. Marico, l'esprit de patriotisme qui vous a toujours caractérisé aurait voulu au moins que vous rendiez compte au gouvernement malien, même si ce n'était pas une mission officielle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là entre vous et les groupes armés, si vous pouvez le dire aux téléspectateurs d'Africa? Très bien. Ouais. La première chose, c'est que pour aller d'abord à Niafunké, je suis allé à Sévaré, rencontrer le commandement opérationnel sur le terrain, la position la plus avancée de l'armée malienne. Ensuite, j'ai discuté avec ceux-ci sur mes intentions, parce que je n'aimerais pas être pris à défaut de patriotisme ou être pris comme quelqu'un qui pose des actes contre l'armée malienne. Donc j'ai vu leurs sentiments et le sentiment n'était pas contre ce que je voulais faire. Je suis allé aussi rencontrer les différents mouvements d'autodéfense, le FLN, Gandakoy, Gandaizo, à Soufroulaye et à Mopti. Revenu de Mopti, je suis monté à Kati rencontrer à l'époque le capitaine Amadou Ayassanogo, avec qui j'ai pu avoir un ordre de mission et je suis allé, c'est très important, je suis allé à Niafunké et par la route. Et tout le chemin faisant, j'ai rencontré des responsables de l'armée à qui j'ai expliqué qu'est-ce que je voulais faire. D'abord, dans un premier temps, pour dire simplement à ceux qui ont prêté des intentions malveillantes à ce voyage-là, que si c'était des intentions, c'était des attitudes contraires
à la position de l'armée, je crois qu'elle avait tous les moyens de me liquider sur le chemin. Ceci dit en passant, quand j'ai rencontré ceux-ci, c'était très clair. Hein? Nous avons pris les armes à cause de la situation que nous a imposée le président de l'époque, Amadou Toumani Touré, et une partie de l'armée instrumentalisée par lui. Nous sommes prêts à déposer les armes, à rentrer en discussion avec les militaires de Kati, à déposer les armes, à discuter avec eux. Nous ne sommes pas d'accord avec l'arrivée de la communauté internationale, parce que cette communauté internationale est constituée de pays qui ont des agendas différents de l'agenda du peuple malien. La charia dont nous nous réclamons, cette charia, elle n'est pas un obstacle au dialogue. On peut dialoguer et cette histoire de charia n'était pas un obstacle. Voilà ce qui était dit en clair, il y en avait d'autres. Il y avait d'autres que je ne pourrais pas dire sur ce plateau pour l'instant, parce que ça demande des développements et si on n'arrive pas à développer, ça peut prêter à d'autres interprétations. Mais de retour, hélas, je n'ai pas pu, nous avons fait un rapport. Le rapport a été déposé au niveau du capitaine Amadou Aya Sanogo, à l'époque capitaine Amadou Aya Sanogo, aujourd'hui général de l'armée malienne. Bombardier général. Bombardier général, ça c'est le truc de Serge Daniel qui ne fait pas vraiment recette. Il y a des gens qui ont été bombardés président de la transition, ça c'est Djongouda Traoré. Il y a des gens qui ont été bombardés premier ministre, etc. Bon, il y a tellement déjà bombardé la République du Mali que bon. Bref, donc, et c'était pas suffisant pour moi. Je suis allé rencontrer, nous sommes allés rencontrer le premier ministre de l'époque, comme on vous appelle le premier ministre plein pouvoir à l'époque, Cheikh Modibo Diarra. Et c'est lui qui a bloqué le dialogue. On allait lui rendre compte. Et maintenant, on n'a pas rendu compte à une seule personnalité à l'époque, la personnalité autoproclamée qui était Djongouda Traoré. Nous ne l'avons pas rendu compte. Pour nous, dès lors que nous avons parlé aux responsables du CNDRE, que nous avons parlé au Premier ministre qui a été accepté par la communauté internationale, nous avons fait notre devoir. Maintenant que les uns et les autres ne nous aient pas entendus ou écoutés, ce n'est pas le problème. Mais je dois vous dire aujourd'hui que l'esprit dans lequel nous avons fait cette rencontre-là est encore d'actualité. Ok, c'était donc en 2012. Aujourd'hui, nous sommes en 2016. Le contexte a changé. Un accord a été signé. Est-ce que l'esprit de Niafunké, pour reprendre votre expression, l'esprit de cette visite peut aider aujourd'hui à diligenter la mise en œuvre de l'accord? Absolument. Cet esprit... Comment et dans quelle mesure? Absolument, ça peut aider. Parce que d'abord, cet esprit, grâce à cet esprit, grâce à ces contacts, les autorités en ont bénéficié. Et on ne crie pas tout sur tout le toit. Les autorités en ont bénéficié. Ça, c'est d'une part. D'autre part, l'esprit demeure. Parce que l'esprit, à mon avis, il faut refonder l'armée malienne. Il faut refonder l'armée malienne. Ça, c'est l'esprit de Niafunké. Il faut refonder l'armée malienne. Il faut refonder les forces de sécurité. Parce que Niafunké nous a permis de comprendre beaucoup de choses par rapport aux actions posées par l'armée, par rapport à la comparaison que nous faisons entre les actions posées par l'armée là-bas et de l'autre côté. Donc il y a la nécessité, si nous voulons que les choses se passent bien dans notre pays, il faut faire la paix par la reconstruction de l'armée qui doit être considérée comme la garante de l'indépendance de la souveraineté de notre pays et qui doit être le creuset de l'unité nationale. Mais cette disposition est présente dans l'accord pour la paix. Et là-dedans, on parle de forces armées reconstituées du Nord. Est-ce que selon vous, ce n'est pas une refondation? Ce n'est pas la même C'est pas une refondation. Ce n'est pas le même esprit. Parce que ce qui se passe, on est en train de recruter. On pense que la refondation de l'armée, ça passe par recruter des militaires, par recruter des gens, dans le recrutement qui se fait sur des bases purement et simplement népotistes, on le voit. Ça n'obéit à aucune démarche sérieuse de construction d'une armée. Mais ce n'est pas ça. On pense que la refondation de l'armée, il faut reconstruire, il faut recruter des militaires, il faut recruter des jeunes dans l'armée, il faut aller chercher des armes, il faut faire... Non, ce n'est pas ça la reconstruction de l'armée. La reconstruction de l'armée, c'est d'abord, c'est de faire un recrutement en toute transparence, de tous les enfants du pays. Et dans le contexte actuel, il y a des forces armées qui ne sont pas légales, qui s'imposent, et il y a une armée légale avec ses faiblesses. Alors pourquoi une rencontre ne pourrait pas se faire entre forces armées et pour dire, comme en 1961, qu'il nous faut aujourd'hui, après s'être battus les uns contre les autres, après avoir fait ces carnages dans tous les rangs,
dans les rangs des forces armées aussi bien que dans les rangs de la société civile. Pourquoi nous ne dirons pas qu'il faut que nous retrouvons aujourd'hui, si nous acceptons que nous sommes des Maliens et que nous créons, avec l'expérience des uns et des autres, nous créons une nouvelle armée. Je suis prêt à défendre cette thèse devant n'importe quel contradicteur politique et non politique. Pourquoi on ne le ferait pas aujourd'hui et à décompter nos morts, les morts militaires, les morts de la rébellion, les morts au niveau de la société civile? Pourquoi on ne fait pas cet inventaire aujourd'hui et qu'on se dise nous voulons recréer un nouveau dessin, nous voulons recréer un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens et aller en ce moment-là à la refondation de l'armée. Ça s'est fait, la refondation de l'armée s'est faite selon un projet politique, une vision politique. Et cette vision politique, à mon avis, après 25 ans de démocratie, peut-être qu'on en parlera, 25 ans de démocratie, cette vision aujourd'hui doit être la création d'une 4e république des valeurs. On va en parler. Je vais rester encore sur l'accord pour la paix et la réconciliation. Mais peut-être, Mariko, il faut reconnaître que 6 mois après sa signature, l'accord a permis d'éviter quand même des accrochages, la guerre conventionnelle entre les groupes armés d'une part et l'armée du Mali d'autre part. C'est vrai qu'il y a des accrochages. C'est vrai que le défi aujourd'hui, c'est comment prendre en compte les groupes non signataires de l'accord. À Kidal, à Gao, on assiste de moins en moins à une guerre conventionnelle entre armée du Mali et groupes armés. Ce sont plutôt des accrochages ça et là. Ça, c'est peut-être une avancée, non? C'est pourquoi je vous dit tantôt que l'accord, nous avons toujours dit dans notre parti que l'accord, nous ne ferons aucune manifestation contre cet accord qui ne va pas résoudre le problème. Le fait simple fait qu'on aille dans un accord, ça nous permet de dialoguer entre nous. Alors donc, dans ces conditions-là, le voyage de Niafunke était une avancée. Le voyage de Dina Dogon à Kidal était un pas vers la paix. Le voyage du Haut Conseil islamique dans toutes ces régions était un pas pour la paix. Et ce sont ces pas-là qu'il fallait mettre ensemble, qu'il faut toujours mettre ensemble pour que nous puissions aller vers une véritable paix. Donc ce n'est pas seulement l'accord en tant que tel, il y a des processus qui ont été mis en place, qui ont été faits dans ce pays, qui nous ont amenés même à la facilitation de la signature de cet accord-là. Okay. Et une dernière question sur l'accord. C'est vrai, vous aviez rencontré à l'époque ces groupes armés et à un moment, coïncidence pour coïncidence, Fakola, chez vous, dans le sud du pays, a été attaqué. Et voilà, d'aucuns ont tout de suite vu le lien. Omar Mariko qui flirte avec Ansardine Yagali et puis sa contrée qui est attaquée. C'était troublant pour un certain nombre de Maliens à l'époque. Bon, c'était trouble pour ceux qui ont toujours des intentions malheureuses vis-à-vis de Omar Mariko. Sinon, contrairement à beaucoup dont la ville était attaquée et qui ne sont jamais allés, depuis lors, je crois qu'ils sont même parlés des hommes politiques de certains partis. Non, mais vous les rencontrez et puis après, c'est l'attaque chez vous. Mais la question que je pose à ceux-là, qu'est-ce que Omar Mariko donne aux rebelles? Qu'est-ce que Omar Mariko donne à l'armée? Et pourtant, c'est Omar Mariko est bien écouté et dans l'armée par les hommes, les sous-officiers, les hommes de rang, ce qui consiste la quintessence même de l'armée, et respecté par les mouvements armés. Je crois que cela peut être mis plutôt à la disposition de notre peuple, de notre pays, plutôt que de vouloir créer des suspicions interminables. On peut toujours le faire. Mais moi, ce que j'ai pu savoir, je suis allé à Fakola. Avec l'attaque, je suis allé. On dira oui parce qu'il est avec les djihadistes. Tant mieux. Si être avec les djihadistes peut permettre à ce que la paix vienne au Mali, je crois que les Maliens ne doivent pas se priver de cela. Et je peux vous dire que ce que j'ai entendu, vu là-bas, ce n'est pas ceux du tout, ça n'a rien à voir avec ceux avec lesquels le Mali a signé l'accord, avec ceux que moi j'ai rencontrés à Niafunke et à Kidal. Okay. Ils n'avaient absolument rien à voir avec cela. Okay. S'il y a quelque chose que Sadi a habitué les Maliens, ce sont beaucoup plus les interpellations. On se rappelle les interpellations de l'ancien ministre de la Sécurité, Sada Samake, de l'ancien ministre du Développement rural, Bokari Treta, et même du ministre de la Défense. Aujourd'hui, à la faveur d'un réaménagement gouvernemental, et Sada Samake et Bokari Treta sont partis. Est-ce que c'est une victoire du député Mariko et de Sadi? Est-ce que vous vous réjouissez de ces départs-là? Bon, notre intention, ce n'est pas que quelqu'un part ou quelqu'un reste. C'est que l'on change de méthode de gérer le pays. Et je pense que cette méthode n'a pas changé. Donc il n'y a pas lieu de se réjouir. Nous avons simplement posé des actes. Mais la question est de savoir, est-ce que véritablement, ce sont ces interpellations-là qui ont fait partir les deux ministres? Si c'est le cas,
évidemment, il y a lieu de dire qu'on est en train de tenir compte des réactions. Mais cela aussi, si c'était ça, le cas, c'est que le ministre de la Défense actuel ne devrait pas rester ministre de la Défense. Parce que il a été pris en flagrant délit dans une société qui est créée à l'aéroport et qui fait des misères et qui fait de la richesse pour lui et ses complices et qui fait de la misère pour le peuple malien. Alors donc, de ce point de vue, je ne suis pas convaincu, ce serait une bonne chose, que cela se soit. Mais pour ce qui concerne le cas du ministère, le problème des passeports et des cartes d'identité, je dois dire ici que la question de la carte d'identité n'est toujours pas réglée. J'étais à Sikasso l'autre jour, à 1h du matin, je voyais les gens faire le rang devant le commissariat pour que le lendemain, parce qu'ils ne prennent que 40 personnes, pour que le lendemain, ils puissent faire partie des 40 personnes qui ont été prises. Mais pourquoi tout ce jeu-là? Le problème des cartes d'identité n'est pas encore réglé. Maintenant, le problème des passeports. Le gouvernement a fait une communication pour annoncer que le marché du passeport passait des mains des Canadiens pour aller dans les mains d'une société française qui s'appelle Ouverture. Je pense que si cela est encore de saison, c'est que mon combat n'est pas gagné. Parce que l'essentiel de ce combat-là, c'était que aussi le service des passeports reste avec les Canadiens d'une part, et que le Mali développe une indépendance qui va consister à notre pays de pouvoir prendre en main la question des passeports. Là où je peux me réjouir, c'est que le président de la République a annoncé qu'il y a eu 101 000 passeports qui ont été faits en quelques temps seulement, ce qui fait à peu près 5 milliards de francs CFA. Donc grâce à notre action, l'action de Sadi, l'État vient d'avoir 5 milliards de francs CFA, ce qui n'était pas possible avec la façon dont Kansai, la façon dont Sada, Samake, la façon dont Arbi étaient en train de gérer la question des passeports. Donc pour moi, on doit aller au-delà du simple fait que les citoyens aient accès facilement au passeport, ce qu'il faut saluer. Il faut aller au-delà de ça et faire en sorte que la société la meilleure, qui a toujours travaillé avec nous, avec le pays, que cette société ait la plénitude de la confection des passeports, d'une part, d'autre part, et qu'on se prépare maintenant à ce que ça suffise que le Mali lui-même fasse ses passeports. Okay. Est-ce que Sadi est toujours dans la majorité présidentielle? Puisqu'à un moment, on vous a entendu dire qu'il y a trop de déchets au sein de la majorité. Est-ce que c'est encore le cas? La majorité présidentielle aujourd'hui même est une majorité mécanique. Et vous avez vu la cacophonie entre le président et sa majorité. Et nous avons soutenu un homme aux élections présidentielles. Nous l'avons soutenu, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta, par opposition à ceux-là qui se sont battus pour mettre le pays sous embargo quand il y a eu le coup d'État du 22 mars 2012. Contre ceux-là qui ont organisé la division de notre armée par le 30 avril, mettre les armées en conflit et faire venir des mercenaires sur notre territoire. Contre ceux-là qui sont allés faire appel à la France alors que nous n'avons pas encore épuisé nos ressources internes pour régler la question et faire venir l'opération Serval. Nous avons soutenu Ibrahim Boubacar Keïta contre ceci. Maintenant, la question qui est posée, après avoir fait ce soutien, le parti Sadi s'est retrouvé dans le soutien pour préserver le pays et éviter que sa position fragile ne soit déstabilisée davantage par ceux-là qui sont beaucoup plus émus par la problématique de Haute-Oie que je m'asseye que le développement de notre pays. Donc cela nous a amené à soutenir l'action. Mais là où je suis un peu dubitatif par rapport à la question, c'est parce que, justement, la majorité présidentielle s'est réunie et a signé un document, convention de la majorité présidentielle. Mais ce document, pour nous n'avons pas signé ce document. Parce que pour nous, ce document ne prend pas en compte ce que nous allons faire ensemble. Parce que candidat aux élections présidentielles, je n'avais pas le même programme que le président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc si je décide d'aller avec lui, de le soutenir, je le fais avec un minimum de son programme. Vous n'avez pas signé le document, donc conclusion, vous n'êtes pas de la majorité. Nous n'avons pas signé le document, donc conclusion, la majorité comprend que nous ne sommes pas de la majorité présidentielle. Si être de la CMP, c'est être signateur des accords de la CMP, c'est d'être de la majorité présidentielle, alors Sadi n'est pas de la majorité présidentielle. Vous êtes de l'opposition. Mais nous avons dit... Non, nous avons dit... Non, président, nous sommes d'accord. Quand on n'est pas de la majorité, on est dans l'opposition. La loi sur l'opposition dit
La loi sur l'opposition dit qu'on est opposition lorsque on ne soutient pas le pouvoir, quand on est dans le gouvernement, etc. Le SADI, mais la loi dit aussi qu'on peut ne pas être de l'opposition et être du pouvoir lorsqu'on soutient simplement le pouvoir. Alors donc la position actuelle de SADI, c'est le soutien simplement du pouvoir. Et c'est ce soutien-là qui fait que le SADI n'est pas de l'opposition. Président, voilà. Je ne comprends pas. SADI n'est pas dans la majorité, elle n'est pas dans l'opposition, elle est où alors? Mais je vous dis que SADI soutient le régime jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à la décision du comité central du parti SADI qui a instruit au bureau politique, le Congrès qui a instruit au bureau politique d'organiser un comité central pour trancher définitivement la question. Jusqu'aujourd'hui donc, le SADI est avec le pouvoir en place. Il y a quelques jours, il y a eu un réaménagement gouvernemental à supposer que le président fasse appel à Dr Mariko pour envoyer un de ses lieutenants entrer dans le gouvernement. La réponse pouvait être quoi, M. Mariko? D'abord, je dois vous dire que là-dessus, il y a eu 3 premiers ministres ou 4 premiers ministres, 3 premiers ministres qui se sont succédés. Je crois que c'est 3. Qui se sont succédés. Le SADI n'a jamais été convié. Même si le SADI avait été convié, il serait venu. Mais il n'a jamais été confié. Mais justement, c'est là où il y a le hic dans cette histoire-là. Parce que ce que le président de la République a fait, il a fait une espèce de défiance vis-à-vis du peuple, à 2 niveaux. 2 niveaux. Premier niveau de défiance, c'est le peuple l'a soutenu comme nous l'avons fait contre des forces qui étaient considérées comme des forces qui n'avaient rien à voir avec le pays, mais qui étaient des forces portées par l'extérieur. Mais élu, le président de la République s'est beaucoup plus tourné vers ces forces et veut, à partir de l'extérieur, régler les problèmes internes du pays. Ça, c'est une défiance et manque de confiance vis-à-vis du peuple malien. La deuxième défiance, c'est que pendant les élections législatives, le peuple malien a sanctionné chacun d'entre nous. Mais il se trouve que ceux qui bourrent aujourd'hui le gouvernement, excusez-moi l'expression, c'est ceux-là qui ont été sanctionnés négativement par le peuple. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale... Vous voulez parler des présidents de partis, des candidats qui sont dans le gouvernement? Tous ces partis-là viennent après le SADI. Le SADI vient juste après quel parti, vous savez, à l'Assemblée nationale? On vient après l'ADEMA, après le RPM, après l'URD. Parce que ce sont 3 partis qui ont dirigé le pays de 92 à maintenant. Le SADI vient juste après ces partis politiques-là. Donc le parti SADI a plus de députés que tous ces autres partis qui remplissent aujourd'hui le gouvernement et qui n'ont accumulé dans le temps que l'espace et dans le temps qu'un système qui a été un rouleau d'étranglement qui se manifeste aujourd'hui en République du Mali, le rouleau d'étranglement qu'on a eu depuis 1992 à nos jours. Et cela, opposition comme majorité, ils se retrouvent sur cet aspect-là de la question. Donc, je dis que c'est la deuxième défiance, c'est que comment le peuple peut renvoyer les gens au calang, même s'ils vous ont soutenu, quand même, il faudra aller vers ceux-là pour qui le peuple, qui ont représenté quelque chose pour le peuple. Alors donc, nous n'avons pas été consultés, nous n'avons jamais été consultés. On avait été consultés, on aurait envoyé effectivement des gens au gouvernement, ça il n'y a aucun problème. Avec notre style, avec notre ton, avec la ferveur de pouvoir servir notre pays et de ne pas être des moutons de Panurge. Ça ne sera jamais le mouton de Panurge pour qui que ce soit. Ok. Ce gouvernement, on l'a vu récemment à travers son ministre des Affaires étrangères, a demandé au Conseil de sécurité un retrait progressif du contingent de la MINUSMA. Je vous vois sourire, ça vous conforte? Je ne souris même pas, je ris. Ouais. Mais malheureusement, c'est de la tragicomédie, quoi. On a vu ce même ministre des Affaires étrangères à un moment donné demander le renforcement de la MINUSMA. Mais comment l'opinion... Entre-temps, la situation a évolué. Elle a évolué en quoi? Elle a évolué en quoi? Mais c'est-à-dire que je pense qu'il faut parfois se soucier de comment l'opinion va nous voir, comment l'opinion internationale va nous juger. Il ne faut pas se juger, c'est te juger. Il demande aujourd'hui l'allègement, mais il doit faire une autocritique avant d'y aller. C'est là où je dis, les forces politiques qui ont eu la pertinence à cette époque-là de travailler dans ce sens-là, ces forces politiques-là sont purement et simplement balayées et mises de côté. Ok. Président Mariko, l'actualité au Mali ces derniers jours est marquée par cette inquiétude
de conflits interreligieux, sinon intraconfessionnels au sein de la religion musulmane. Est-ce qu'il faudrait craindre le péril religieux au Mali? Vous, en tant que politique, quelle est votre lecture de la chose? Je crois que péril, c'est un peu trop. C'est un peu trop fort. Parce que, moi je le dis parce que je crois qu'il y a certaines agitations qui se font dans ce pays de la part de certaines personnes ou certains groupes qui pensent qu'ils ont l'apanage de la vérité islamique et qui parfois se donnent le titre pompeux de chef de la religion. Le chef religieux que nous connaissons, ce sont les deux prophètes. Ouais, mais... Et maintenant, je viens, maintenant, je dis que le péril religieux, c'est pas ça le danger du Mali. Le danger du Mali, c'est la bonne distribution de la justice. Et c'est ça qui est un terreau fertile, même pour ce prétendu péril religieux. Parce qu'on essaie de donner des explications à la misère actuelle dans le fait religieux, dans le fait de transgresser des lois religieuses. Ce qui est absolument faux. Ce qui est vrai, c'est que nous avons une gouvernance aujourd'hui qui appauvrit tous les jours les Maliens. Ce n'est pas suffisant. Nous avons une gouvernance aujourd'hui qui donne une mauvaise distribution de la justice dans notre pays. La justice sévit mal. Les forces de sécurité sévissent mal. Contre les citoyens. Et les corruptions partout. Les scandales financiers partout. Et c'est d'ailleurs ces scandales financiers qui ont corroboré les démocrates qui ont pris le pouvoir depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Donc c'est ça qui est le péril, à mon avis. Oui, C'est ça le péril. Et moi, vous savez, s'attaquer aux barbes, s'attaquer au foulard, s'attaquer au tchador, etc., etc., à mon avis, excusez-moi, c'est ridicule. Mais il n'y a pas péril. C'est ridicule. Il n'y a pas péril quand deux leaders religieux, par sympathisants interposés, se lancent dans des diatribes. Ce péril sera circonscrit à ces mouvements-là. Ce péril n'emportera pas le Mali parce que nous ne dormons pas. Mais la question, est-ce que c'est pas vous... Nous ne dormons vous, pas en tant qu'homme politique. Est-ce que ce n'est pas vous, homme politique, qui entretenez tout cela, qui attisez ces hommes politiques existent. Parce que quand on vous voit dans des stades... Ces hommes politiques existent. Quand on vous voit dans des stades, ce n'est pas à cause de Dieu que vous allez assister à des prêches. C'est pour peut-être récupérer la foule, le Vous savez, partout il y a du monde. Ouais. Partout il y a du monde. L'homme politique y va. De l'école politique dont je viens, de l'idéologie politique dont je me réclame. Partout où il y a les masses, il faut y être. Ce qui peut être grave, c'est d'aller tenir des propos démagogiques pour fouetter le bas instinct du peuple et l'engager dans des combats qui sont à 1000 lieues de ses préoccupations parce qu'elles sont simplement instrumentalisées. C'est ce qui est grave. Sinon, qu'un homme politique soit sur là où le peuple se rassemble n'est pas le problème. C'est le discours et le comportement. D'accord. Docteur Marico, le 26 mars prochain, le Mali va commémorer les 25 ans de démocratie. Vous, si on vous demandait de jeter un regard rétrospectif sur ce quart de siècle de la démocratie malienne, il va être quoi, ce regard? Ce regard va encore être toujours et encore toujours de rendre un grand hommage à ceux qui ont perdu leur vie. Ce regard va être toujours de saluer et de tirer le chapeau à la légitimité du combat que nous avons incarné à cette époque-là. Mais ceci dit, en dehors de cela, et de quelques éclaircies, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, d'association, à part ces éclaircies-là, je ne suis pas fier du reste de la gestion du reste. Je ne suis pas fier du tout de la gestion du reste. Ça fait que c'est ce qui fonde pratiquement notre combat à nous autres. Notre combat à nous autres qui fait dire à beaucoup de gens que nous sommes des éternels insatisfaits et que nous n'arrêtons jamais. Nous ne pouvons pas arrêter lorsque nous avons, par un combat, fait espérer des gens dont 208 personnes sont parties sous la terre, du fait du combat que nous avons incarné. Okay. Donc il y a un serment entre nous, le serment de continuer ce combat-là jusqu'à ce que la majorité des citoyens maliens puissent avoir le bonheur. Vous avez parlé de liberté d'expression, on sait votre attachement à cette notion, mais docteur, on ne vous a pas entendu lorsque justement un ancien camarade, également acteur du mouvement démocratique de 91, avait été qualifié de petit monsieur
On a entendu des réactions, mais on aurait aimé entendre également Dr Mariko par rapport à cela, la liberté d'expression, la nécessité d'être attaché à la liberté d'expression. Ben vous savez, je suis attaché à la liberté d'expression, à tel enseigne qu'il n'y a eu aucune atteinte aux droits humains dans ce pays et qui ne m'est pas mobilisé. Même si nous avons été nous aussi victimes, mais que cela n'a ému personne. Les radios Kaira ont été brûlées. Celui dont vous parlez, petit monsieur, qui a été d'Amnesty International, n'a rien dit à propos des attaques de Radio Kaira. Celui-là, il allait jusqu'à saluer l'arrestation et le mauvais traitement que les militaires de Katiou ont connu, pour en même temps applaudir à ceux des Bérets Rouges qui ont été libérés. Donc par leur fait. C'est pour cela que vous n'avez pas condamné. Non, je viens. Des Bérets Rouges, et faire des tripatouillages pour les libérer et dire que la victoire, que la seule chose qui soit bonne que Ibeka aurait fait, c'est de maintenir les Sanogo en prison. Et moi je dis, ce n'est pas une bonne décision de la justice. Mais ceci dit, je n'ai pas apprécié, pas seulement l'expression petit monsieur, ce n'est pas ça. Ce que je n'ai pas apprécié, c'est de faire toute une meute pour rabougrir le monsieur de ne pas donner son point de vue. On est en démocratie. On a vu un lynchage. J'ai eu à dire là où je pouvais le dire, et partout où je suis passé, j'ai eu à le dire. Mais ceci dit, je n'en avais pas fait un événement particulier. Ce n'est pas un événement particulier pour moi. Donc, je ne l'ai pas. Si on devrait passer par un vote par rapport à cela, je serais de son côté, parce que je serais du côté où la liberté d'expression et d'opinion a été niée. D'accord. Voilà. Le passage à la 4e République, vous y tenez toujours? On me signale qu'on a 4 minutes pour conclure l'émission. Aujourd'hui, est-ce indispensable, la 4e République? C'est absolument indispensable. C'est pourquoi nous avions demandé à un moment donné une convention, un rassemblement des forces acquises au changement. La 4e République des valeurs qui doit rompre avec tout ce que nous avons connu pendant les 25 ans s'imposera à ce pays. Il sera plus bénéfique pour notre pays si le président de la République lui-même en assume la rupture avec la 3e République. S'il ne le fait pas, mais cette 3e République, 4e République va s'imposer quand même parce que le peuple malien est fatigué. Le peuple malien est fatigué de tous ces scandales. Le peuple malien est fatigué du déni de justice. Le peuple malien est fatigué d'être géré par l'opinion internationale. Le peuple malien est fatigué de cela. Et tous les jours que Dieu fait, on se rend compte que les solutions apportées ne sont pas les meilleures et qu'il faut absolument une concertation, que les gens se retrouvent pour changer de cap. Donc ça, c'est indispensable, la 4e République. Et donc, pour dire aussi, pour dire sur la question de la 4e République, pour dire que cette 4e République-là, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta a bénéficié de la part du peuple malien, comment je vais dire ça, il a bénéficié d'un satisfecit. Oui, d'un satisfecit, non pas d'un satisfecit, le mot m'échappe, mais il a quand même bénéficié de... oui, Kalasemala, quoi. Il a bénéficié de la confiance du peuple malien pour justement qu'il fasse la rupture avec l'ordre dont il a participé à l'établissement en 92. C'est là où le peuple malien l'attend, lui, qu'il fasse la rupture. Parce que lui, il a bénéficié de l'immunité du peuple malien pour pouvoir faire cela. Donc ça ne sert à rien de chaque fois répéter ce que les autres ont fait et qu'il n'a pas fait. Ce qu'il doit faire aujourd'hui, c'est là où on l'attend, c'est-à-dire assurer la rupture. Quand on se met à... Regardez toutes ces nominations-là. Toutes ces nominations-là, des gens qui ont pillé le pays devant tout le peuple. C'est comme si on se moquait pratiquement du peuple. Est-ce que ce n'est pas plus simple de dire ça directement au président Ibeka? Même si vous n'êtes pas de la majorité, on peut deviner peut-être vos relations. Le lui dire en face, ou bien il n'est pas accessible, je ne sais pas. Mais vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche. Toutes les occasions que nous avons, nous le disons. Nous avons même écrit au RPM. Depuis le 15 mai 2015, pour un débat sur ces questions-là. Parce que les forces politiques, peut-être que le président est encore loin, mais c'est les forces politiques qui doivent assumer ça.
Si le président est même en rupture avec la majorité présidentielle, c'est parce que cette majorité ne brille pas de ce côté-là. Elle ne brille pas dans un chemin de rupture avec le peuple, avec les anciennes pratiques. C'est ce qui fait certainement que le président de la République aussi est en déconnexion. Mais ce travail-là, nous l'avons demandé. Et pendant le vote de la loi des finances passée, nous avons écrit. Et ce que nous avons écrit et remis à l'Assemblée nationale, s'il n'y a pas de changement, la prochaine loi des finances, je crois que nous ne la voterons pas. Un dernier mot, un message particulier, M. Marico, avant de clore. Le message particulier, c'est que j'invite les populations à se mobiliser au sein du parti Sadi, de prendre d'assaut les comités, et parce que les prochaines sorties que nous allons faire, c'est justement, avec le comité central, c'est de débattre sur la question des alliances, la question du financement de partis par nous-mêmes et la question de notre soutien à la majorité actuelle. Donc je demande au peuple malien, tous ceux qui sont d'accord avec nos idéaux, de prendre d'assaut notre siège comme ils le font tous les jours, parce que les gens se posent la question, comment il faut aller au parti Sadi, de venir massivement et nous allons opérer ensemble le passage vers la 4e République. Je vous remercie. Ok. C'est ce qui met fin à ce numéro de politique, la tribune d'Africa Télévision, dédiée à l'actualité politique. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre leader politique malien ou africain. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine.